Quand Léo Dupont, devenu veuf, reçut en héritage la maison de campagne délabrée de son aïeul, tout le village se moqua de lui. Ce père élevant seul son enfant luttait déjà bec et ongles pour simplement nourrir et loger son fils de 9 ans, cumulant les gardes au bistrot du coin pour survivre. Cette propriété en piteux état, avec sa toiture affaissée et sa grange menace en ruine, semblait être l'ultime et cruelle farce que le destin lui jouait. Sa belle famille, nantie et dédaigneuse, la décrivait comme un amas de vieilleries sans aucune valeur. La banque brandissait la menace d'une saisie immobilière. Même les camarades de classe de son fils se gaussaient de leur potentielle nouvelle habitation. Mais Léo, lui, percevait autre chose dans ces vieilles pierres, une opportunité, sans doute l'unique, d'offrir à son fils la stabilité qui leur avait toujours fait défaut. Ce que nul ne savait, c'est que, dissimulés sous d'innombrables années d'abandon, des plans techniques et des journaux intimes s'apprêtaient à tout bouleverser. Son grand-père ne lui avait pas légué un fardeau. Il lui avait légué une fortune colossale de 120 millions d'euros. Mais Léo allait-il percer le secret avant que d'impitoyables promoteurs, rhodantels des charognards, ne s'emparent de tout ce qu'il chérissait? Les premiers rayons du soleil matinal se frayaient un chemin à travers les vitres sales du petit appartement de 2 pièces que Léo Dupont considérait comme son foyer, étirant de longues ombres à travers l'espace de vie confiné qui était devenu à la fois refuge et geôle. La cafetière émettait son gargouillis familier, un son qui avait rythmé le début d'une multitude de journées éprouvantes ces 3 dernières années, depuis le décès de Sandrine. Léo se tenait au plan de travail de la cuisine, ses mains calleuses agrippant une tasse ébréchée ornée du logo effacé du bistrot où il enchaînait les services doubles depuis une éternité. « Papa, mes chaussures ne me vont plus », lança une petite voix depuis l'entrée. Hugo apparut, ses cheveux bruns en bataille, brandissant une paire de tennis ayant manifestement fait leur temps. À 9 ans, le garçon avait hérité des yeux tendres de sa mère et du menton volontaire de son père, un mélange qui à la fois déchirait le cœur de Léo et lui insufflait une force nouvelle. « Nous trouverons bien une solution, mon champion, dit Léo en s'accroupissant pour inspecter les souliers usés. Les semelles se décollaient de la tige, et les orteils d'Hugo butaient visiblement contre le bout. C'était une nouvelle dépense qu'ils ne pouvaient se permettre, un énième rappel de leur déchéance depuis que les frais médicaux de Sandrine avaient anéanti leurs économies. Les murs de l'appartement semblaient se resserrer sur eux alors que Léo préparait le repas de midi d'Hugo, un sandwich jambon-fromage, une pomme légèrement ridée et une petite brique de jus de fruits premier prix. Le réfrigérateur vrombissait, luttant pour garder au frais leurs maigres provisions, sa poignée consolidée par un ruban adhésif que Léo avait posé il y a des mois. Madame Bertrand a dit qu'on devrait peut-être encore déménager, murmura Hugo, faisant allusion à l'épouse de leur propriétaire, qui résidait à l'étage en dessous. C'était une femme bienveillante mais pragmatique, et elle multipliait les allusions à la hausse du loyer et au retard de paiement croissant de Léo. La mâchoire de Léo se crispa. « Ne t'en fais pas pour Madame Bertrand. Tout ira bien. » Pourtant, en prononçant ces paroles, Léo savait qu'elle manquait de conviction. La pile de factures sur le comptoir de la cuisine disait le contraire, rappel, ultimes avertissements et la menace constante d'expulsion qui pesait sur eux comme une épée de Damoclès. Le capital de l'assurance vie de Sandrine avait été absorbé par le gouffre des dettes médicales, ne leur laissant rien d'autre que des souvenirs et des obligations financières grandissantes. Le téléphone retentit, sa sonnerie aiguë brisant le silence du matin. Léo jeta un œil à l'écran et sentit son estomac se tordre. Monique Dubois, la mère de sa défunte épouse, n'appelait jamais pour annoncer de bonnes nouvelles. « Allô, Monique » répondit Léo, d'une voix qui se voulait neutre. « Léo, nous devons discuter. » Sa voix avait ce même ton autoritaire qui rendait les réunions familiales pesantes, même du vivant de Sandrine. Henri et moi avons évoqué la situation d'Hugo. « Quelle situation ? Ne fais pas l'innocent avec moi. Cet enfant vit dans la misère pendant que tu te cramponnes à ton orgueil avec cette masure sans valeur que tu as héritée. Il est grand temps d'affronter la réalité. » Léo ferma les paupières, sentant le poids familier du jugement de sa belle famille. Henri et Monique Dubois avaient érigé une florissante entreprise de bâtiment à partir de rien, et il ne manquait jamais une occasion de le rappeler. Ils avaient toléré Léo lorsque Sandrine était là, mais depuis son décès, leur position était claire, ils n'étaient pas à la hauteur de leur fille, et encore moins aptes à élever leur petit-fils. Hugo est très bien là où il est, affirma Léo, en regardant son fils préparer son cartable avec la minutie d'un enfant qui avait appris trop tôt à se débrouiller seul. Très bien. À vivre dans cet appartement étriqué, à porter des vêtements de seconde main, à déjeuner à la cantine avec des repas subventionnés. Nous pouvons lui offrir bien plus, Léo.
Une scolarité privée, un plan d'épargne pour ses études, un avenir digne de ce nom. Ces mots le piquèrent au vif, car ils contenaient juste assez de vérité pour le blesser. Léo avait ruminé les mêmes pensées durant ces nuits blanches, se demandant si sa fierté ne privait pas Hugo de ce qu'il y avait de mieux pour lui. Mais chaque fois qu'il songeait à leur proposition, il se remémorait les dernières paroles de Sandrine, « Ne les laisse pas te l'enlever. C'est de son père qu'il a besoin. » « Je suis son père », rétorqua Léo à voix basse. « Ah oui ? Ou simplement un homme trop obstiné pour reconnaître sa défaite ? » Une fois l'appel terminé, Léo resta dans sa vieille Renault devant l'école communale d'Hugo, les yeux fixés sur l'avis de succession arrivé 3 semaines auparavant. L'entête du notaire était officiel et intimidant, mais le contenu était simple. Son grand-père, Antoine Dupont, était décédé, lui laissant en héritage une maison de campagne et 6 hectares de terrain à la sortie de la ville. La propriété était grevée d'arriérés d'impôts, son titre de propriété était flou, et le bâtiment avait été charitablement qualifié d'inhabitable par l'évaluateur du département. Léo n'y était allé qu'une seule fois, et le spectacle avait presque anéanti sa détermination. La maison semblait s'affaisser comme un vieil homme fourbu, son toit rafistolé avec des tuiles disparates, et son perron soutenu par des étais de fortune. La grange était à moitié effondrée, et les champs étaient une jungle de mauvaises herbes et de jeunes pousses sauvages. Pour quiconque, c'était exactement ce que ça paraissait être, un fardeau indésirable. Pourtant, en parcourant les pièces vides, en sentant la structure robuste de la vieille maison sous les strates de négligence, Léo s'était souvenu des mains de son grand-père. Ses doigts noueux avaient érigé ce lieu, avaient bâti une existence avec pour seuls outils la détermination et l'espoir. Antoine Dupont était un visionnaire, comme le disait toujours Sandrine, un homme qui voyait des solutions là où d'autres ne voyaient que des obstacles. La sonnerie retentit à l'école d'Hugo, et un flot d'enfants se déversa du bâtiment. Léo repéra son fils sans peine. Hugo avait une manière de se mouvoir dans la foule qui dénotait une habitude de la solitude. Le garçon monta dans la voiture avec l'air résigné de celui qui a appris à ne pas espérer de surprise. « L'école, ça a été ?» demanda Léo. « Oui. » La réponse habituelle d'Hugo, prononcée avec le même ton détaché que Léo adoptait avec les clients acariâtres du bistrot. Ils traversèrent en un silence complice les rues familières de leur quartier, un assemblage de pavillons modestes et de commerces chancelants qui avaient vu des jours meilleurs. Le tabac-presse douteux où Léo avait dû vendre les bijoux de Sandrine affichait toujours « liquidités immédiates pour vos biens ». Le bureau de change rapide où il transformait son salaire en espèces proposait désormais une aide aux déclarations fiscales, avec un immense bonhomme gonflable qui dansait à l'entrée. « Papa », dit Hugo alors qu'ils entraient dans le parking de leur immeuble. « Qu'est-ce que ça veut dire, une ferme poubelle ?» Les mains de Léo se resserrèrent sur le volant. « Où as-tu entendu ça ? » C'est Lucas Dubois. Sa mère lui a dit qu'on avait hérité d'une ferme poubelle. Il a dit que ses grands-parents pourraient la racheter pour une bouchée de pain et la raser. Lucas Dubois. Le petit-fils d'Henri et Monique, par leur fille Valérie. Un enfant scolarisé dans le privé qui n'avait jamais manqué de rien. La cruauté désinvolte de l'enfance, exacerbée par les préjugés des adultes, transmis de génération en génération. Ce n'est pas une ferme poubelle, rectifia Léo avec soin. C'est la maison de ton arrière-grand-père, là où ta grand-mère a passé son enfance. Hugo digéra cette nouvelle information avec le sérieux d'un enfant habitué à déceler les non-dits. On va habiter là-bas ? La question resta en suspens entre eux, chargée à la fois de promesses et d'appréhension. Léo se posait la même question depuis des semaines, retournant les chiffres dans tous les sens, sans jamais parvenir à un résultat positif. La maison avait besoin d'une rénovation complète, toiture, plomberie, électricité, fondation. Même s'il parvenait à financer les travaux les plus urgents, les impôts fonciers avaient 3 mois de retard, et la banque commençait à s'impatienter. Mais l'alternative était de capituler, de laisser Henri et Monique prendre Hugo et de passer le reste de ses jours avec le regret de ne pas s'être battu. « C'est une possibilité, » répondit Léo. « Est-ce que ça te plairait ?» Les yeux d'Hugo s'illuminèrent comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. « On pourrait la retaper ? La rendre belle ? Ce serait un travail énorme. » Le travail, ça ne me fait pas peur. Ce soir-là, une fois Hugo au lit, Léo s'installa à la petite table de la cuisine avec un carnet et une calculatrice, tentant de faire coïncider des chiffres irréconciliables. Son compte épargne affichait 347 €. Son compte courant était à découvert de 23 €.
son emploi au bistrot couvrait leurs dépenses courantes, à condition qu'aucun imprévu ne survienne, mais ne laissait aucune marge pour l'investissement colossal que représentait la maison de son grand-père. La lettre du notaire était posée à côté de la calculatrice, accompagnée d'un trousseau de clés qui semblait dater d'un autre siècle. D'après le notaire, la propriété appartenait à la famille depuis 3 générations, transmise de père en fils, dans l'idée qu'elle resterait toujours le foyer des Dupont. Antoine avait été le dernier de sa lignée, un homme seul qui avait passé sa vie à bricoler dans son atelier, rêvant d'inventions qui n'avaient jamais abouti. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Valérie Dubois, la fille d'Henri et Monique, la tante d'Hugo. Valérie avait toujours été l'élément modérateur de la famille, celle qui tentait de désamorcer les conflits lors des réunions de famille. « Léo, j'espère ne pas te déranger si tard. »« Pas du tout, Valérie. Comment vas-tu ? Je suis inquiète pour toi et Hugo. Papa et maman envisagent de consulter des avocats. Je ne veux pas que les choses s'enveniment. » Un frisson parcourut Léo. Quel genre d'avocat ? Le genre qui enquête sur les conditions de vie et la stabilité financière. Écoute, je sais qu'ils partent d'une bonne intention, mais ils ont peur. Ils voient Hugo en difficulté et pensent pouvoir tout résoudre avec de l'argent. Et toi, qu'en dis-tu ? Valérie marqua une pause. Je pense qu'Hugo a besoin de son père. Mais je pense aussi qu'il a besoin d'un cadre stable, ce que tu ne lui offres pas en ce moment. Ces mots étaient d'autant plus douloureux qu'ils venaient de quelqu'un qui tenait sincèrement à eux deux. Valérie avait été la belle-sœur préférée de Sandrine, celle qui avait soutenu Léo dans les moments les plus sombres de la maladie de sa femme et l'avait aidé à faire face au deuil. « Je fais tout mon possible, » dit Léo. « Je n'en doute pas, mais il est peut-être temps de réaliser que, seul, ton possible n'est peut-être pas suffisant. » Après avoir raccroché, Léo alla à la fenêtre et contempla le parking où sa vieille Renault reposait parmi les véhicules d'autres personnes qui tiraient le diable par la queue. Le silence régnait dans la résidence, troublé seulement par le son étouffé d'une télévision et le murmure lointain de l'autoroute derrière le grillage. Il repensa aux mains de son grand-père, à la manière dont Antoine lui avait appris à manier les outils alors qu'il était à peine plus âgé qu'Hugo. Le vieil homme était patient et bienveillant, ne haussant jamais la voix, même quand Léo commettait des erreurs. À tout problème, il y a une solution, avait coutume de dire Antoine. Il suffit parfois de l'aborder sous un autre angle. Peut-être était-il temps d'aborder leurs problèmes sous un autre angle. La maison était un fardeau, certes, mais aussi une opportunité. C'était une chance d'offrir à Hugo plus qu'un appartement exigu et une angoisse financière permanente. C'était une chance de construire quelque chose, au lieu de se contenter de survivre. Le lendemain, Léo se porta pâle au bistrot, une première en 6 mois. Il alla chercher Hugo à l'école en avance, prétextant une urgence familiale. En route vers la périphérie de la ville, Hugo collait son visage à la vitre, observant les rues familières laisser place à des champs et à des fermes isolées. « On va où, papa ? » ?»« Voir la maison de ton arrière-grand-père. Voir si elle est aussi ruinée qu'on le prétend. » La maison de campagne semblait encore plus délabrée sous la lumière crue de l'après-midi que lors de la brève visite nocturne de Léo des semaines plus tôt. Le toit s'affaissait en 2 points. Les marches du perron étaient vermoulues, et plusieurs fenêtres étaient condamnées par du contreplaqué gondolé et fendu. La grange avait perdu une autre partie de sa toiture, et les champs n'étaient qu'un chaos de mauvaises herbes et d'arbres sauvages s'étendant à perte de vue. Mais Hugo y vit autre chose. Il descendit de la voiture et s'approcha de la maison à pas d'explorateur en terre inconnue. Ses petites mains caressèrent les rampes vieillies du porche, et son regard embrassa les solides fondations en pierre et les hautes fenêtres conçues pour capter la lumière du matin. « Elle est immense, » dit Hugo, la voix empreinte d'admiration. « Elle est en train de s'écrouler, » répondit Léo, mais sans grande conviction. Ils firent le tour de la propriété, père et fils dressant l'inventaire des dégâts et du potentiel. L'atelier, derrière la maison, était en meilleur état que le bâtiment principal. Ses murs épais et son toit d'ardoise avaient mieux traversé les années. À l'intérieur, Léo découvrit les outils de son grand-père, rangés sur un panneau perforé avec la précision d'un homme qui avait passé sa vie à construire. Hugo effleura l'établi, laissant des sillons dans la poussière. « Qu'est-ce qu'arrière-grand-père fabriquait ici ? » « Aucune idée, » avoua Léo. « Ta grand-mère disait qu'il était toujours en train de bricoler quelque chose, mais je n'ai jamais su quoi. » Ils gravirent les escaliers menant au premier étage, testant chaque marche avec prudence. Les chambres étaient petites mais bien agencées, avec des lucarnes donnant sur les champs.
Dans l'ancienne chambre principale, Léo trouva une commode encore pleine des vêtements de son grand-père, comme si le vieil homme venait de s'absenter un instant. « Papa » appela Hugo de la plus petite chambre. « Viens voir. » Léo rejoignit son fils devant une fenêtre orientée à l'ouest, vers les montagnes lointaines. Le panorama était à couper le souffle, une succession de collines verdoyantes et un ciel infini s'étendant sur des kilomètres. Au premier plan, un vieux chêne déployait ses branches au-dessus d'un ancien potager, son tronc assez robuste pour être escaladé, son feuillage assez dense pour ombrager la moitié du jardin. « Je pourrais avoir une cabane, » murmura Hugo. « En effet, » confirma Léo. En se tenant là, contemplant la terre qui appartenait à leur famille depuis 3 générations, Léo sentit une transformation s'opérer en lui. La maison était peut-être une ruine, mais c'était la leur. Les champs étaient peut-être en friche, mais c'étaient les leurs. Pour la première fois depuis la mort de Sandrine, il entrevit la possibilité de bâtir quelque chose, au lieu de se contenter de survivre. « Alors, qu'en dis-tu, mon grand ?» demanda Léo. « On prend le risque avec cet endroit ?» Hugo leva vers son père un regard où brillait plus d'espoir que de crainte. « Je pense qu'arrière-grand-père aurait voulu qu'on la remette en état. » Ce soir-là, sur le chemin du retour, Léo prit une décision qui allait changer le cours de leur vie. Il allait liquider son plan d'épargne-retraite, régler les arriérés d'impôts de la maison et s'y installer avant qu'Henri et Monique ne puissent mettre leurs menaces à exécution. C'était un pari risqué, mais c'était préférable à une capitulation sans combat. « Tu es bien sûr ?» demanda Hugo alors qu'ils arrivaient à leur immeuble. Léo regarda son fils, y vit le courage de Sandrine, et sentit la détermination de son grand-père l'envahir. « Absolument certain, » affirma-t-il. « On va s'en sortir. » La maison était peut-être un fardeau, mais c'était aussi un nouveau départ. Et parfois, se dit Léo, un nouveau départ est tout ce dont on a besoin. La première nuit dans la bâtisse mit à rude épreuve la détermination de Léo. Le camion de déménagement était reparti dans l'après-midi, abandonnant leurs quelques possessions dans le salon, tel un amas de débris après un naufrage. L'électricité fonctionnait, mais le vieux câblage émettait un bourdonnement sinistre dans les murs, angoissant Hugo. L'eau du robinet coula brune pendant 10 longues minutes avant de s'éclaircir, et le système de chauffage râlait comme un vieillard à l'agonie. « Papa, ça goutte dans ma chambre !» cria Hugo de l'étage, sa voix se répercutant dans la maison vide. Léo gravit les marches grinçantes, armé d'un seau et de serviettes, et trouva son fils fixant une auréole d'humidité qui s'élargissait au plafond. La pluie d'octobre s'était mise à tomber au crépuscule, un tambourinement incessant qui révélait toutes les failles de la vieille demeure. En moins d'1 heure, ils avaient disposé des récipients à l'étage pour contenir les infiltrations. « On ferait mieux de dormir en bas cette nuit », proposa Léo. Mais Hugo refusa, avec cet entêtement hérité de ses 2 parents. « Je veux dormir dans ma chambre. »« C'est la mienne, maintenant. »« D'accord, d'accord, » céda Léo, étendant une bâche sur le matelas d'Hugo et plaçant le seau au pied du lit. « On s'occupera du toit demain. » Tandis qu'Hugo s'installait dans sa chambre de fortune, Léo inspecta la maison à la lueur d'une lampe de poche, dressant la liste des urgences. Le robinet de la cuisine fuyait dans un évier incrusté de calcaire. Les fenêtres du salon vibraient dans leur cadre, et un courant d'air glacial s'infiltrait par la porte d'entrée. Chaque pièce témoignait d'un lent abandon, d'une maison cédant peu à peu au temps et aux éléments. Pourtant, sous cette décrépitude, Léo sentait la solidité de la structure. Les parquets, bien que rayés et ternis, étaient en chêne massif. Les moulures, malgré la peinture écaillée, révélaient un artisanat d'une autre époque. Une imposante cheminée en pierre occupait tout un mur du salon, son âtre noirci par d'innombrables feux, mais sa structure intacte et massive. Vers minuit, un fracas provenant de l'étage fit sursauter Léo, qui se précipita dans la chambre d'Hugo. Il trouva son fils assis sur son lit, les yeux grands ouverts, pointant du doigt un coin où un morceau de plâtre avait cédé sous la pression de l'eau. L'eau s'écoulait désormais en un filet continu, éclaboussant le sol et exposant les lattes de bois et l'isolant en crin de cheval. « Pardon, papa » murmura Hugo dans l'obscurité. « Je sais qu'on n'a pas l'argent pour réparer. » Léo s'agenouilla près du lit, époussetant la poussière de plâtre humide des cheveux de son fils. « Ce n'est pas ta faute, mon grand. Les vieilles maisons ont leur manière de nous parler. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle a besoin d'aide, et qu'on va l'aider. » Ils descendirent le matelas d'Hugo dans le salon, aménageant une chambre provisoire près de la cheminée, où le plafond était ceint.
Alors que son fils sombrait enfin dans le sommeil, Léo s'installa dans le vieux fauteuil de son grand-père, écoutant la pluie et la symphonie de craquements de la maison. Le matin amena un ciel de plomb et la cruelle réalité de leur situation. Léo, dans la chambre d'Hugo, contemplait le trou béant au plafond, calculant des coûts de réparation qu'il ne pouvait assumer. La fuite avait révélé plus qu'un simple dégât des eaux, une partie de la charpente était pourrie, l'isolation souillée et l'installation électrique semblaient dater de l'après-guerre. « Papa, regarde ce que j'ai trouvé !» cria Hugo depuis un coin de la pièce. Léo se retourna et vit son fils accroupi près du mur endommagé, ses doigts explorant le pourtour d'un panneau de bois qui s'était délogé pendant la nuit. Le panneau, d'environ 60 cm de côté, était encastré dans le mur à hauteur d'enfant et s'était légèrement déplacé, révélant une cavité sombre. « Attention !» prévint Léo. Mais Hugo avait déjà glissé ses doigts dans l'ouverture et tirait sur le panneau. « Il y a quelque chose derrière, » dit Hugo, sa voix vibrante d'excitation. Léo s'empara de la lampe de poche et éclaira l'ouverture. L'espace derrière le panneau était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, une niche aménagée entre les montants du mur, de la taille d'une petite armoire. Le faisceau lumineux accrocha ce qui semblait être du papier, beaucoup de papier, ficelé et enveloppé dans de la toile cirée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Hugo, trépignant d'impatience. Léo plongea la main dans la cachette et en retira avec précaution le premier paquet. La toile cirée, bien que vieille, était intacte et avait protégé son contenu de l'humidité pendant des décennies. Il déposa le paquet sur le matelas d'Hugo et le déballa délicatement, découvrant une liasse de documents couverts de l'écriture méticuleuse de son grand-père. La première page, datée de 1967, était intitulée « Système de conversion d'énergie perpétuelle, note préliminaire ». En dessous, l'écriture élégante d'Antoine couvrait la page de schémas, d'équations et d'observations détaillées sur la manipulation des champs électromagnétiques et le stockage d'énergie. Même pour un néophyte comme Léo, le travail semblait d'une grande rigueur et d'une grande complexité. « C'est important ?» demanda Hugo, se penchant pour examiner les mystérieux papiers. « J'en ai bien l'impression, » répondit Léo, une lueur d'émerveillement dans la voix qu'il n'avait pas eue depuis des années. Ils passèrent la matinée à explorer la cachette, sortant liasse après liasse de documents. Antoine était un archiviste méticuleux, datant chaque page et classant son travail par catégorie, révélant un esprit d'une concentration et d'une inventivité exceptionnelle. Il y avait des dessins industriels qui ressemblaient à des demandes de brevets, une correspondance avec des universités et des instituts de recherche, et des journaux de bord détaillant des expériences menées dans l'atelier. Hugo se montra un assistant zélé, triant les documents par date, tandis que Léo tentait de saisir la portée de leur découverte. Une liasse contenait ce qui semblait être les plans complets d'un appareil qu'Antoine nommait le « système d'énergie régénérative du pont ». Les dessins, d'une précision remarquable, montraient une machine de la taille d'un lave-linge, conçue pour convertir l'énergie électromagnétique ambiante en électricité. « Ton arrière-grand-père était un inventeur », dit Léo à Hugo en étalant les plans sur le sol du salon. « Un véritable inventeur, pas un simple bricoleur. Comme un grand savant, peut-être même plus. » Plus il s'enfonçait dans les archives secrètes d'Antoine, plus l'ampleur de son œuvre les impressionnait. Des lettres de professeurs de Polytechnique louant ses intuitions théoriques, une correspondance avec des avocats spécialisés en brevets discutant du potentiel commercial de ses créations, et des projections financières détaillées montraient qu'Antoine était conscient des implications économiques de ses inventions. Une lettre datée de 1971 retint particulièrement l'attention de Léo. Un représentant d'une grande entreprise énergétique française y exprimait son intérêt pour l'acquisition des brevets d'Antoine pour une somme qui fit trembler les mains de Léo, 200 000 €, une véritable fortune pour l'époque. « Pourquoi n'a-t-il pas vendu ?» s'interrogea Léo à voix haute. Hugo, qui examinait un dessin technique avec la concentration d'un enfant résolvant une énigme, leva des yeux brillants. « Peut-être qu'il gardait ça pour nous. » Cet après-midi-là, tandis qu'Hugo dormait sur le canapé, Léo, entouré des documents de son grand-père, tenta de reconstituer leur histoire. Antoine était un génie, c'était indéniable. Sa compréhension théorique des systèmes énergétiques était en avance de plusieurs décennies, et ses conceptions pratiques témoignaient d'une pensée novatrice qui avait fait la renommée de l'industrie française. Mais quelque chose avait déraillé. La correspondance s'interrompait brutalement en 1972. Les demandes de brevets n'avaient jamais été déposées, et les expériences dans l'atelier semblaient avoir été stoppées net. Des allusions à des « interférences industrielles », au « vol de brevets »
et à des intérêts concurrents, suggérait qu'Antoine s'était heurté à des obstacles bien plus grands que de simples défis techniques. Le dernier document était une lettre adressée à ma future famille, datée de 6 mois seulement avant sa mort. Le vieil homme y expliquait avoir caché l'œuvre de sa vie car des intérêts puissants avaient tenté de la lui dérober. Il avait refusé que ses innovations soient exploitées sans juste compensation et avait préféré attendre que sa famille puisse un jour revendiquer son dû. La crise énergétique éclatera, avait écrit Antoine. Le monde aura alors besoin de solutions au service des gens, pas des entreprises. Mes inventions devaient permettre aux familles d'alimenter leur foyer sans dépendre des compagnies d'électricité. Un jour, un membre de notre famille en comprendra la valeur et trouvera le moyen de les offrir au monde. En lisant ces mots, Léo sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec les courants d'air de la maison. Antoine ne leur avait pas laissé un fardeau, mais un trésor. La question était de savoir si Léo avait l'intelligence, la détermination et les moyens de le revendiquer. Ce soir-là, en partageant avec Hugo une soupe en conserve réchauffée sur la vieille cuisinière à gaz, Léo vit leur situation sous un jour nouveau. La maison tombait peut-être en ruine, mais elle abritait des innovations capables de changer leur vie. Le toit fuyait peut-être, mais sous ce toit se trouvait la solution à des problèmes qu'ils n'auraient jamais imaginés. « Papa » dit Hugo en posant sa cuillère et en fixant son père. « On va s'en sortir ?» Léo regarda son fils, pensa à l'héritage secret de son grand-père, et sentit quelque chose s'éveiller en lui. Pour la première fois depuis la mort de Sandrine, il s'autorisa à croire en un avenir qui ne serait pas seulement une question de survie. « Oui, mon grand, dit-il. Je pense qu'on va même faire beaucoup mieux que ça. » Dehors, le vent d'octobre secouait les fenêtres, mais à l'intérieur, entouré des preuves du génie de son grand-père, Léo Dupont commençait à comprendre que certains héritages étaient plus précieux que l'argent. Certains héritages méritaient qu'on se batte pour eux, quel qu'en soit le prix. La matinée de novembre apporta une couche de givre sur les vitres de la maison, un rappel brutal de l'ampleur de la tâche qui les attendait. Dans la cuisine, Léo, sa deuxième tasse de café à la main, déchiffrait les journaux de son grand-père à la lumière blafarde qui filtrait à travers les carreaux sales. Assis à la table en bois usé, Hugo classait méticuleusement les dessins techniques qu'ils avaient trouvés, manipulant chaque feuille comme une relique. « Écoute ça », dit Léo en lisant une entrée de 1969. « Aujourd'hui, j'ai obtenu une production d'énergie stable pendant 6 heures. La chambre de résonance électromagnétique maintient un champ constant, même en alimentant des appareils ménagers. Sandrine croit que je cours après des chimères, mais je sais que cette technologie pourrait affranchir chaque famille française des compagnies d'électricité. » Hugo leva la tête. Arrière-grand-père connaissait mamie Sandrine? C'était sa fille, mon grand. Ta grand-mère a grandi ici. Les yeux du garçon s'illuminèrent de compréhension. Alors c'était sa chambre, celle où il y a le trou? Sans doute. Elle devait avoir ton âge quand il écrivait ça. En poursuivant sa lecture, Léo prit la mesure de la vision de son grand-père. Antoine n'avait pas simplement bricolé un système énergétique. Il avait conçu une alternative complète au réseau électrique national. Ses notes décrivaient des appareils capables de capter l'énergie électromagnétique ambiante des ondes radio, des lignes à haute tension, et même du champ magnétique terrestre, pour la convertir en électricité domestique. Les concepts techniques lui échappaient, mais les implications pratiques étaient limpides. Si les inventions d'Antoine fonctionnaient, elles pourraient anéantir les factures d'électricité. Les familles pourraient produire leur propre énergie, la stocker dans des batteries de sa conception, et vivre en totale autonomie. Pas étonnant qu'on ait essayé de lui voler ses brevets, marmonna Léo. Qui ça? Demanda Hugo. Léo lui montra une série de lettres qui dressaient un tableau alarmant. À partir de 1970, Antoine avait été contacté par des représentants de grandes compagnies énergétiques qui lui proposaient de racheter ses brevets. Face à son refus de céder à leurs offres dérisoires, le ton avait changé. Des menaces voilées de contestation de brevets, des avertissements sur les frais de justice pour défendre sa propriété intellectuelle, et des insinuations selon lesquelles un petit inventeur serait écrasé par les ressources des grands groupes. La dernière lettre, d'un cabinet d'avocats représentant des parties intéressées, était sans équivoque, Monsieur Dupont serait bien avisé d'accepter une compensation raisonnable plutôt que de s'engager dans un développement indépendant qui s'avérerait infructueux. Ils ont voulu l'intimider, expliqua Léo. Mais ton arrière-grand-père était un homme de tête. Il a préféré cacher son travail plutôt que de le brader à des gens qui l'auraient dévoyé. Leur discussion fut interrompue par des coups frappés à la porte.
À travers la vitre, Léo aperçut une femme d'une soixantaine d'années, un plat à la main. C'était Marthe Fournier, leur plus proche voisine, dont la petite maison se trouvait à 400 mètres de là. « Je vous ai fait une quiche », dit Marthe avec un sourire chaleureux. « Je me suis dit que vous et le petit en auriez peut-être assez de la soupe en boîte. »« C'est très aimable à vous, Madame Fournier. »« Entrez, je vous en prie. » Marthe pénétra dans la maison et son regard expert balaya la pièce. Elle se souvenait de l'époque où la maison était bien entretenue. Veuve elle-même, Léo le savait, elle avait perdu son mari 2 ans plus tôt. Sa propre propriété, modeste mais impeccable, témoignait de cette fierté et de cette détermination qui avaient façonné les communautés rurales. « Ça a déjà meilleure allure », dit-elle avec tact. « Antoine serait content de voir sa famille ici. »« Vous connaissiez mon grand-père ?»« Mais bien sûr, mon petit. » Tout le monde connaissait Antoine. Toujours prêt à rendre service, pour une panne d'électricité ou une réparation. Le plus malin du canton, disait-on. Hugo sortit de la cuisine, attiré par la conversation. Le visage de Marthe s'éclaira en le voyant. « Toi, tu dois être Hugo. Le portrait craché de ta grand-mère à ton âge. » Sandrine était une enfant adorable, toujours à aider son père dans son atelier. « Qu'est-ce qu'il fabriquait dans l'atelier » demanda Hugo. L'expression de Marthe se fit songeuse. Difficile à dire. Antoine était toujours sur un projet, mais il était très secret. Ta grand-mère me disait qu'il allait changer le monde. En écoutant Marthe évoquer ses souvenirs d'Antoine et des jours heureux de la maison, Léo se mit à voir la propriété différemment. C'était un lieu d'innovation et d'espoir, où un homme de génie avait poursuivi des rêves qui auraient pu révolutionner le quotidien. La décrépitude actuelle n'était qu'une parenthèse, le fruit de l'abandon, non d'un échec. Après le départ de Marthe, Léo passa l'après-midi dans l'atelier de son grand-père, cherchant à faire le lien entre les écrits théoriques et l'équipement pratique qu'Antoine avait rassemblé. L'atelier était plus vaste qu'il n'y paraissait, avec des établis sur 3 murs et des étagères remplies de composants électroniques, d'outils de métallurgie et d'instruments de mesure bien plus sophistiqués que ce que Léo avait imaginé. Dans un coin, sous une bâche, il découvrit ce qui semblait être un appareil inachevé, de la taille d'une grosse boîte à outils. La fabrication était d'une élégance et d'une précision remarquables, bobines de cuivre enroulées à la main, pièces métalliques usinées avec soin, circuits électroniques assemblés avec une minutie qui témoignait d'un savoir-faire technique et d'une sensibilité artistique. Hugo le rejoignit après ses devoirs, et ils examinèrent ensemble l'étrange machine. D'après les journaux, c'était un prototype de convertisseur d'énergie, une « preuve de concept » destinée à démontrer les principes du système plus vaste d'Antoine. « Ça fonctionne ?» demanda Hugo. « Un seul moyen de le savoir, » dit Léo en repérant l'interrupteur. Il l'actionna. Rien ne se passa pendant quelques secondes. Puis, un léger bourdonnement emplit l'atelier, et une série de voyants s'allumèrent sur le panneau de commande. L'écran affichait des données incompréhensibles pour Léo, mais le simple fait que la machine s'anime après des décennies de sommeil témoignait de la solidité de l'ingénierie d'Antoine. « Ça marche », souffla Hugo, impressionné. « Quelque chose marche », corrigea Léo. « Mais je ne sais pas à quoi ça sert. » Ils passèrent 1 heure à manipuler l'appareil, en suivant les instructions du journal. La machine semblait conçue pour détecter et mesurer les champs électromagnétiques. Et lorsque Léo la relia à une petite ampoule, comme indiqué, celle-ci s'alluma d'une lumière stable et chaude. « D'où vient le courant » demanda Hugo. Léo inspecta l'appareil, pas de câble d'alimentation, pas de pile, aucune source d'énergie visible. D'après les mesures affichées, la machine générait de l'électricité à partir des champs électromagnétiques ambiants, exactement comme l'avait prédit la théorie d'Antoine. « Je crois, » dit Léo lentement, « que ton arrière-grand-père a vraiment découvert comment produire de l'électricité à partir de rien. » Ce soir-là, une fois Hugo couché, Léo resta dans la cuisine avec le prototype et les journaux de son grand-père, tentant de mesurer la portée de son héritage. Si les théories d'Antoine étaient justes, et si le système plus grand décrit dans les plans fonctionnait, il n'était pas seulement en possession d'une invention de grande valeur. Il détenait une technologie capable de révolutionner la production et la consommation d'énergie dans le monde. Les implications étaient vertigineuses. L'autoproduction d'énergie pourrait libérer les familles des factures, réduire la dépendance aux énergies fossiles et électrifier les zones isolées. Entre de bonnes mains, les inventions d'Antoine pourraient améliorer la vie de millions de personnes et générer une immense richesse.
Mais en relisant les notes de son grand-père, Léo comprit pourquoi Antoine avait préféré cacher son travail plutôt que de le commercialiser. L'industrie de l'énergie représentait des milliers de milliards d'euros, et les entreprises en place n'accueilleraient pas de gaieté de cœur une technologie qui menaçait leur modèle économique. Antoine avait eu la sagesse de comprendre qu'un petit inventeur s'attaquant à de puissants intérêts avait besoin de plus que de brillantes idées. Il lui fallait des ressources, un réseau, et une protection qu'un simple agriculteur ne pouvait s'offrir. Désormais, ces défis lui incombaient. Un père célibataire, sans formation technique, avec des moyens financiers dérisoires, et une belle famille puissante qui voulait le voir renoncer à la maison. Comment pourrait-il réussir là où son génial grand-père avait préféré attendre des jours meilleurs? La réponse lui apparut en regardant une photo de famille trouvée parmi les papiers d'Antoine. On y voyait une jeune Sandrine aux côtés de son père dans l'atelier, tous deux souriant avec l'assurance de ceux qui croient en leur capacité à résoudre les problèmes. Antoine n'attendait pas quelqu'un de plus intelligent ou de plus riche pour reprendre son flambeau. Il attendait quelqu'un d'assez déterminé pour se battre pour une juste cause. Léo balaya du regard la cuisine de la maison, avec son linoléum craquelé et ses appareils électroménagers désuets, et prit une décision qui allait tout changer. Il n'allait ni cacher l'œuvre d'Antoine, ni la vendre au plus offrant. Il allait se plonger dans les inventions de son grand-père, trouver le moyen de les protéger juridiquement, et les offrir au monde comme Antoine l'avait toujours souhaité. La tâche serait ardue. Il lui faudrait l'aide de spécialistes des brevets, de la technologie et du développement commercial. Il devrait rénover la maison et offrir un foyer stable à Hugo tout en poursuivant un rêve qui, pour l'heure, semblait inaccessible. Mais surtout, il devrait croire en lui, comme Antoine avait cru au pouvoir de l'innovation pour changer le monde. Et tandis qu'il était assis dans la cuisine de son grand-père, entouré des preuves de la vision extraordinaire d'un homme, Léo Dupont ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis la mort de Sandrine, l'espoir d'un avenir qui ne serait plus seulement une question de survie. Le vent de décembre s'engouffrait dans la maison tel un rasoir, se faufilant par chaque fissure des vieilles fenêtres et portes, malgré les efforts de calfeutrage de Léo. Il avait passé le mois précédent à s'accommoder des caprices de la bâtisse tout en se plongeant dans les travaux techniques de son grand-père, chaque jour apportant son lot de découvertes aussi exaltantes que déconcertantes. Hugo était devenu son partenaire d'exploration passionné, abordant les plans d'Antoine avec la curiosité sans borne d'un enfant pour qui rien n'est impossible. Ce matin-là, il avait déployé le jeu de dessin le plus détaillé sur le sol du salon, en lestant les coins avec des livres. « Papa, regarde cette pièce », dit Hugo en désignant une section du plan légendé, réseau primaire de collecte d'énergie. On dirait une version géante de la machine de l'atelier. Léo s'agenouilla à ses côtés. Hugo avait vu juste. L'appareil sur le plan était une version à plus grande échelle du prototype. Mais au lieu de produire assez d'énergie pour une seule ampoule, ce système était conçu pour alimenter une maison entière. D'après ses notes, dit Léo en lisant les annotations, une seule unité pourrait générer 15 kW en continu. C'est suffisant pour faire fonctionner tous les appareils d'une maison standard. Ça coûte cher, l'électricité, d'habitude? Léo fit un calcul mental rapide, se remémorant les factures de leur ancien appartement. Pour la plupart des gens, environ 200 € par mois, et plus en été avec la climatisation. Les yeux d'Hugo s'agrandirent. Alors, ça pourrait faire économiser une fortune aux gens. Une véritable fortune, confirma Léo. En 20 ans, une famille peut dépenser 50 000 € en électricité. Ceci pourrait supprimer complètement cette dépense. En examinant les plans, Léo commença à apprécier la simplicité ingénieuse de la conception de son grand-père. Le système utilisait plusieurs réseaux pour capter l'énergie électromagnétique de diverses sources, ondes radio, émissions des lignes électriques, activité électrique de l'atmosphère, et même le champ magnétique terrestre. L'énergie était traitée par des circuits de conditionnement et stockée dans des batteries capables de fournir de l'énergie même en cas de faible collecte. Surtout, le système était conçu pour être fabriqué avec des composants courants. Antoine n'avait pas eu recours à des matériaux rares ou à des technologies de pointe qui auraient rendu ses inventions irréalisables. Il avait créé des solutions qui pouvaient être assemblées dans n'importe quel atelier bien équipé, avec des pièces standards. Ton arrière-grand-père était un génie, dit Léo à Hugo. Il n'a pas seulement inventé un truc incroyable. Il a inventé quelque chose que tout le monde pourrait utiliser. Leur séance de travail fut interrompue par le bruit d'un véhicule sur le chemin de gravier. Par la fenêtre, Léo vit une camionnette blanche portant l'inscription « Construction Fournier ». 2 hommes en descendirent, Stéphane Fournier, le fils de Marthe, et un inconnu.
Léo ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Stéphane Fournier était un homme d'une quarantaine d'années, aux mains burinées et au regard plissé de ceux qui ont passé leur vie dehors. Son acolyte était plus jeune, mieux vêtu, avec l'allure de quelqu'un qui fréquente plus les bureaux que les chantiers. « Bonjour, Léo, dit Stéphane. Je te présente Nicolas Schmitt, de la société immobilière Méridienne. Il m'a demandé de faire les présentations, vu que tu es difficile à joindre. » Le téléphone de Léo était coupé depuis 2 semaines, mais il n'allait pas s'en vanter. « Que puis-je pour vous ?» Schmitt s'avança, le sourire professionnel d'un négociateur aguerri. « Monsieur Dupont, je représente des investisseurs intéressés par votre bien. Nous savons que vous avez hérité d'une situation complexe et nous voudrions vous aider à en faire une opportunité. » Quel genre d'opportunité ? Le genre qui vous rapporte de l'argent et vous débarrasse d'un fardeau que vous ne pouvez assumer. Schmitt désigna la maison et ses réparations évidentes. Cette propriété exige un investissement considérable pour être habitable, et même alors, elle est loin des bassins d'emploi et des bonnes écoles. Nous sommes prêts à vous offrir 200 000 € pour le terrain, ce qui vous permettrait de vous installer dans un endroit plus adapté à un enfant. La somme sonna Léo. 200 000 €, c'était plus qu'il n'avait jamais osé rêver. Assez pour régler ses dettes, acheter une maison décente en ville, et offrir à Hugo une vraie stabilité. C'était aussi une offre étrangement généreuse pour une propriété estimée à moins de 50 000 € par le département. C'est une offre très généreuse, dit Léo, méfiant. Qu'avez-vous l'intention de faire du terrain ? Un lotissement résidentiel. Le secteur subit la pression de l'urbanisation, et cette propriété a un fort potentiel pour être divisée en parcelles de 2 hectares. Les familles d'aujourd'hui recherchent l'espace et la tranquillité, et cet endroit offre les deux. Stéphane Fournier semblait mal à l'aise. Léo, je connais ta famille depuis 20 ans. Si tu songes à vendre, sache que la Méridienne rachète toutes les propriétés du coin. Il prépare un gros projet. Le sourire de Schmitt se figea. Nous prévoyons d'apporter le développement économique à une région qui en a besoin. Il n'y a rien de malhonnête à investir légalement dans l'immobilier. Légal, peut-être, rétorqua Stéphane, mais pas forcément bénéfique pour ceux qui vivent ici depuis des générations. Après leur départ, Léo fit les 100 pas dans la cuisine pendant qu'Hugo faisait ses devoirs. 200 000 €, c'était la sécurité qu'il n'osait plus espérer. Mais l'offre de Schmitt avait quelque chose de louche. L'homme était trop pressé, trop généreux pour un terrain qu'il destinait à un simple lotissement. « Papa, on va vendre la maison ?» demanda Hugo sans lever les yeux de ses exercices. « Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ?» Hugo posa son crayon et le regarda sérieusement. « Je pense qu'arrière-grand-père a caché ses inventions parce qu'il savait que des gens mal intentionnés pourraient essayer de les lui prendre. Peut-être que ces hommes sont ces gens-là. La vérité sort de la bouche des enfants, songea Léo. La perspicacité d'Hugo allait droit au cœur de ses doutes. Si la société immobilière Méridienne payait le prix fort pour des terrains ruraux, c'est qu'il savait quelque chose que lui ignorait, ou qu'il soupçonnait la présence de quelque chose de précieux sur la propriété. L'après-midi, Léo inspecta les limites de son terrain, le regardant d'un œil neuf. La propriété était plus grande qu'il ne l'avait pensé, s'étendant jusqu'à des collines boisées qui offraient une protection naturelle. L'atelier était idéalement situé pour exploiter les phénomènes électromagnétiques, sur un terrain surélevé avec une vue dégagée, parfait pour le type de collecte d'énergie conçu par Antoine. Si quelqu'un avait eu vent des travaux d'Antoine par d'anciennes demandes de brevets ou des correspondances universitaires, il pouvait en connaître la véritable valeur, même sans les détails techniques. Acheter le terrain leur donnerait le contrôle du site de recherche et des éventuels prototypes laissés par Antoine. Cette idée éclaircit la décision de Léo. Il ne protégeait pas seulement l'héritage de son grand-père, mais quelque chose qui pourrait bénéficier à des millions de familles et assurer leur avenir financier. 200 000 €, c'était une somme, mais si les inventions d'Antoine étaient réelles, elles valaient infiniment plus. Ce soir-là, alors que la neige se mettait à tomber, Léo eut une discussion franche avec Hugo. « On pourrait vendre la maison et avoir assez d'argent pour vivre où on veut, » dit-il. « Une belle maison en ville, de bonnes écoles, plus de soucis de réparation ou de chauffage. » Hugo réfléchit. « Mais on n'aurait plus les inventions d'arrière-grand-père ? » Non. Si on vend, on perd tout. Alors on ne vend pas, décréta Hugo, avec la conviction de celui qui a défini ses priorités. Arrière-grand-père a gardé ça pour nous.
On ne va pas le brader juste parce que c'est difficile. Léo sentit une immense fierté devant le courage et la lucidité de son fils. À 9 ans, Hugo comprenait ce que beaucoup d'adultes ignorent, que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles, même quand le combat semble perdu d'avance. Ça va être dur, prévint Léo. Il faudra apprendre des choses qu'on ignore, résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre, et affronter des gens qui voudront nous nuire. On peut faire des choses difficiles, répondit Hugo. Maman disait toujours que les Dupont ne baissent jamais les bras. Cette nuit-là, une fois Hugo endormi, Léo s'installa dans l'atelier avec les journaux de son grand-père et commença à élaborer un plan. Pour protéger l'héritage d'Antoine et développer ses inventions, il devait maîtriser la technologie, sécuriser les droits de propriété intellectuelle et trouver des alliés pour naviguer dans le monde complexe des brevets et du développement commercial. Le prototype bourdonnait doucement sur l'établi, sa lueur éclairant sa lecture. D'après les notes d'Antoine, le système à grande échelle nécessiterait une fabrication plus complexe, mais les principes de base étaient validés et transposables. Il lui fallait maintenant du temps pour apprendre, de l'argent pour subsister, et des partenaires qui comprenaient les enjeux techniques et commerciaux. La neige tombait toujours, recouvrant la maison et ses secrets d'un manteau blanc. À l'intérieur, entouré des preuves du génie de son grand-père, Léo Dupont commença à croire que certains héritages méritaient tous les sacrifices. Hugo avait raison. Ils allaient accomplir des choses difficiles, mais ils les accompliraient ensemble, et ils réussiraient. Le matin de janvier, avec le courrier, arriva une visiteuse inattendue, Sophie Lebrun, la bibliothécaire de l'école d'Hugo, au volant d'une petite hybride qui détonnait sur le chemin de gravier. Léo l'observa depuis la cuisine manœuvrer avec précaution entre les nids de poules. « Mademoiselle Lebrun est là », annonça-t-il à Hugo, qui, dans le salon, classait la correspondance de son grand-père par date. Le garçon avait mis au point un système de catalogage rigoureux, traitant chaque document comme la pièce d'un immense puzzle à reconstituer. Hugo s'illumina. Sophie Lebrun était l'une des rares à s'être vraiment intéressée à lui, surtout depuis que les autres élèves le raillaient au sujet de la « ferme poubelle ». Sa visite était aussi surprenante que bienvenue. « J'espère ne pas vous déranger », dit Sophie quand Léo ouvrit. « Hugo m'a dit que vous faisiez des recherches, et j'ai pensé que ceci pourrait vous intéresser. » Elle lui tendit une enveloppe cartonnée remplie de photocopies. En aidant la Société historique du département à numériser ses archives, je suis tombé sur une correspondance de votre grand-père. Des lettres de Polytechnique, de l'ENS, et même d'universités étrangères. J'ai pensé que vous devriez les voir. Léo l'invita à entrer. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent devant le spectacle du salon. Des plans techniques recouvraient toutes les surfaces. Des pages de journal étaient empilées avec soin, et les cahiers d'Hugo contenaient des copies des schémas de son arrière-grand-père, annotés de questions. « Hugo, c'est un travail formidable », dit Sophie en examinant son organisation. « Vous avez créé de véritables archives. On essaie de comprendre ce qu'arrière-grand-père a inventé, » expliqua Hugo. « On pense que c'est important. » Sophie sortit les photocopies et les étala sur la table basse. Les documents révélaient une facette de la réputation d'Antoine que Léo et Hugo ignoraient. Des universités l'avaient consulté pour des projets de recherche énergétique. Des agences gouvernementales s'étaient intéressées à ses théories. Des organisations internationales l'avaient invité à des conférences sur les technologies durables. « Votre grand-père était une sommité », dit Sophie. « Pas une célébrité, mais une référence pour les spécialistes des systèmes énergétiques avancés. Regardez cette lettre du docteur. Elisabeth Lefebvre de Polytechnique. Elle qualifie son travail de révolutionnaire, en avance de plusieurs décennies. » Léo lut la lettre, datée de 1971, où le docteur Lefebvre regrettait qu'Antoine n'ait pas publié ses recherches. Monsieur Dupont possède des connaissances sur la conversion d'énergie électromagnétique qui pourraient transformer notre approche de la production d'énergie. Sa réticence à les partager est compréhensible, mais tragique pour le progrès humain. Pourquoi n'a-t-il rien publié? Demanda Léo. Sophie désigna une autre lettre, d'un avocat spécialisé en brevets à Paris. Ceci l'explique peut-être. L'avocat le met en garde contre l'espionnage industriel et suggère qu'une divulgation prématurée permettrait à de plus grandes entreprises de copier son travail et de s'en approprier la paternité grâce à leurs moyens juridiques. Hugo, qui avait écouté attentivement, intervint avec sa franchise habituelle. Alors arrière-grand-père craignait qu'on lui vole ses inventions. C'est exactement ça, confirma Sophie.
Dans les années 70, l'industrie de l'énergie était dominée par des entreprises très puissantes qui avaient tout intérêt à bloquer les technologies de rupture. Votre grand-père a sans doute été prudent en gardant son travail secret. Léo fut impressionné par la perspicacité de Sophie, qui saisissait aussi bien les enjeux techniques que commerciaux. Elle posa des questions pertinentes sur les plans, apporta des éclaircissements sur le contexte historique et s'enthousiasma pour la démarche systématique d'Hugo. Vous savez, dit Sophie, si vous voulez sérieusement développer cette technologie, il vous faudra l'aide de spécialistes des brevets, de l'ingénierie et du commerce. Je connais peut-être quelqu'un. Qui ça? Mon frère, David. Il est avocat en propriété intellectuelle à Lyon, spécialisé dans la défense des inventeurs. Et c'est un passionné de technologie durable. Une lueur d'espoir naquit chez Léo. L'aide d'un avocat lui semblait hors de portée, mais si le frère de Sophie pouvait les conseiller, peut-être que l'avenir n'était pas si sombre. Leur conversation fut interrompue par le bruit de plusieurs véhicules. Par la fenêtre, Léo vit 2 camionnettes et une berline se garer dans l'allée. Nicolas Schmitt sortit de la berline, accompagné de 3 inconnus. « Vous attendiez du monde » demanda Sophie. « Pas vraiment », répondit Léo en s'approchant de la fenêtre. Les hommes avec Schmitt portaient des tenues d'affaires décontractées qui trahissaient leur aisance, que ce soit dans les salles de conseil ou sur les chantiers. Schmitt frappa à la porte avec l'assurance de celui qui s'attend à être reçu. « Monsieur Dupont, j'espère que vous avez réfléchi à notre offre. J'ai amené des collègues qui souhaitaient voir la propriété. Je n'ai pas encore pris ma décision, dit Léo sans les inviter à entrer. Bien sûr, mais je dois vous dire que notre calendrier s'est accéléré. Nous sommes prêts à monter notre offre à 250 000 €, mais il faudrait conclure cette semaine. Ces 50 000 € supplémentaires confirmèrent les soupçons de Léo. La société immobilière méridienne en savait plus qu'elle ne le disait. C'est très généreux, dit Léo, mais je ne suis toujours pas prêt à vendre. Un des hommes s'avança, un grand type aux cheveux argentés et à l'aura de commandement. Dupont, je suis Robert Dubois, et je représente des investisseurs très sérieux. Nous savons que votre situation est précaire, et nous voulons vous aider à faire le bon choix. Dubois? La voix de Sophie, derrière Léo, était alarmée. Elle le rejoignit à la porte. Robert Dubois, de la holding Dubois? Mademoiselle Lebrun, n'est-ce pas? Vous connaissez sans doute mon fils Henri et ma belle-fille Monique. Le sol se déroba sous les pieds de Léo. Robert Dubois n'était pas un simple promoteur. C'était le patriarche de la famille de sa femme, celui qui avait bâti l'empire de la construction qui faisait la richesse et l'influence d'Henri et Monique. Ce n'était pas une transaction immobilière, mais une embuscade familiale. Vous êtes l'arrière-grand-père d'Hugo, dit Léo. Exactement, et je suis ici parce que mon petit-fils mérite mieux que ça. Dubois désigna la maison avec mépris. Henri et Monique ont été trop patients. Ils vous ont laissé le temps de revenir à la raison, mais ce garçon n'a pas de temps à perdre. Hugo apparut à côté de Léo. En voyant Dubois, son visage se ferma. Le vieil homme ne s'était jamais beaucoup intéressé à lui. Hugo, tu as grandi, dit Dubois avec une chaleur feinte. Ça te dirait de vivre dans une vraie maison, avec une piscine? J'aime cette maison, répondit Hugo dignement. C'était la maison d'arrière-grand-père Antoine. Le visage de Dubois se durcit. Antoine Dupont était un rêveur qui est mort seul et sans un sou. C'est ça l'héritage que vous voulez pour votre fils, Léo? L'insulte à la mémoire de son grand-père fit qu'Hugo se serra contre son père. Sophie Lebrun se plaça à leur côté, formant un front uni qui parut déconcerter Dubois et ses hommes. Je pense, dit Sophie froidement, que monsieur Dupont a été clair. Il n'est pas vendeur. Vous devriez respecter sa décision. Dubois la toisa. Et vous êtes? Quelqu'un qui fait la différence entre l'aide et l'intimidation. Schmitt s'interposa. Ne nous laissons pas emporter. Monsieur Dupont, notre offre tient jusqu'à vendredi. Après, nous devrons explorer d'autres opportunités. La menace était à peine voilée. Si Léo ne vendait pas, il trouverait d'autres moyens de le forcer. Le message était clair, prenez l'argent, ou subissez les conséquences. Après leur départ, Sophie aida Léo et Hugo à ranger les documents. L'atmosphère était devenue électrique. Ils ont peur, dit Sophie. On n'offre pas autant d'argent si on n'a pas peur de perdre quelque chose de précieux.
Mais que savent-ils que nous ignorons? Demanda Léo. Hugo, silencieux depuis le départ de Dubois, intervint avec sa lucidité habituelle. Peut-être qu'ils connaissent les inventions d'arrière-grand-père. Peut-être qu'on leur a dit. Cette possibilité glaça Léo. Si des informations avaient fuité, des intérêts puissants pouvaient déjà connaître la valeur de la technologie. La maison n'était pas seulement leur foyer, mais le dépositaire d'innovations valant des centaines de millions. Il nous faut de l'aide, dit Léo. Une vraie aide, de gens qui savent protéger les droits des inventeurs. Sophie acquiesça. J'appelle mon frère ce soir. David a l'habitude de l'intimidation d'entreprise. Il sait comment inverser le rapport de force. Le soir venu, Léo, dans l'atelier, contemplait le prototype. La machine bourdonnait doucement, ses voyants brillant d'une confiance tranquille. Antoine avait eu raison de cacher son travail. Entre de mauvaises mains, ces innovations seraient étouffées, monopolisées par des entreprises profitant du statu quo. Mais entre de bonnes mains, elles pourraient transformer la vie des familles. Hugo le rejoignit avec 2 tasses de chocolat chaud. Ils restèrent un moment en silence, regardant la machine opérer sa magie. « Papa, dit enfin Hugo. On va se battre contre eux ?» Léo regarda son fils, y vit le courage de Sandrine et sentit la détermination d'Antoine l'envahir. « Oui, mon grand, on va se battre, et on va gagner. » Dehors, le vent de janvier secouait les fenêtres de l'atelier. Mais à l'intérieur, père et fils commençaient à planifier la défense d'un héritage qui appartenait à tous ceux qui croyaient que l'innovation devait servir l'humanité, pas le profit. Le dégel de février amena David Lebrun à la ferme, et avec lui, un avant-goût de printemps. Le frère de Sophie arriva dans une berline sobre, signe d'un succès discret, porteur d'une mallette en cuir usé et d'un ordinateur portable fonctionnel. À 45 ans, David dégageait cette assurance tranquille de ceux qui ont remporté des victoires difficiles contre de puissants adversaires. « Hugo, j'ai beaucoup entendu parler de vos recherches, » dit David après les présentations. « Pourriez-vous me montrer ce que vous et votre père avez découvert ?» Pendant 1 heure, Hugo lui présenta les archives qu'il avait constituées, expliquant l'invention d'Antoine avec l'enthousiasme d'un enfant. David l'écouta attentivement, posant des questions techniques qui témoignaient d'un intérêt réel et d'une expertise certaine. « C'est un travail remarquable, » conclut David. « Tant les inventions de votre arrière-grand-père que votre documentation. Vous avez là un dossier complet pour une protection par brevet. » L'espoir renaquit chez Léo. « Vous pensez que les inventions sont brevetables ? » Brevetables, et potentiellement révolutionnaires. Votre grand-père explorait des concepts que la recherche actuelle commence à peine à aborder. Si ces appareils fonctionnent comme il le décrit, leur valeur est inestimable. David ouvrit son ordinateur et se connecta à Internet. Après quelques minutes de recherche dans les bases de données de brevets et sur les développements de l'industrie énergétique, il confirma les soupçons de Léo. « Regardez, » dit David en tournant l'écran vers eux. 3 grandes compagnies d'énergie ont déposé ces 5 dernières années des brevets pour des systèmes de récupération d'énergie électromagnétique. Aucun n'est aussi performant que celui de votre grand-père, mais il suscite un énorme intérêt chez les investisseurs. Quelqu'un a fait fuiter ses travaux, constata Léo. C'est mon avis. La correspondance de votre grand-père avec les universités a dû finir dans des archives consultées par des chercheurs. Quelqu'un de familier avec son travail en aurait immédiatement reconnu la valeur. Hugo, qui examinait les demandes de brevets, pointa une section. « Papa, ça ressemble exactement au dessin d'arrière-grand-père. Ils l'ont copié. » David compara le document avec les plans originaux d'Antoine. Les similitudes étaient flagrantes, non seulement dans le concept, mais dans des détails techniques spécifiques qui suggéraient une copie. « C'est de la contrefaçon de brevet, » dit David, sombre. « Si nous pouvons prouver l'antériorité de votre grand-père, nous pouvons contester ces brevets et réclamer des dommages et intérêts. » « De quel ordre ?» demanda Léo. « Au bas mot, 50 à 100 millions d'euros. Si la technologie est aussi révolutionnaire qu'il le pensait, ça pourrait être bien plus. » Les chiffres donnèrent le vertige à Léo. La veille, il s'inquiétait de sa facture de chauffage. Aujourd'hui, il discutait de stratégies juridiques qui pourraient faire de lui un homme riche. La transition était surréaliste. Mais David le ramena à la réalité. Bien sûr, prouver une contrefaçon contre des multinationales n'est pas simple.
Leurs armées d'avocats sont spécialisés dans ce genre de problème, et ils n'hésitent pas à recourir à l'intimidation. Quel genre d'intimidation? Demanda Hugo. David le regarda sérieusement. Parfois, il tente de racheter la concurrence. Parfois, il crée des obstacles juridiques qui vous ruinent. Parfois, il vous complique la vie d'autre manière. Comme s'ils avaient été invoqués, des véhicules s'approchèrent. Par la fenêtre, Léo vit un convoi plus officiel que les précédents, 2 véhicules de gendarmerie et une berline administrative. Encore de la visite? Demanda David, ironique. Certainement pas, répondit Léo, le cœur serré. Le gendarme Robert Morel se tenait sur le perron, un dossier à la main, l'air mal à l'aise. Léo le connaissait depuis des années. C'était un homme droit, mais la loi était la loi. Léo, désolé de venir pour ça, dit Morel. J'ai un mandat pour une inspection de la propriété pour non-conformité et mise en danger. Une plainte anonyme a été déposée. Quel genre de non-conformité? Demanda David en se plaçant aux côtés de Léo. Morel consulta son dossier. Intégrité du bâtiment, sécurité électrique, normes d'habitabilité pour un mineur. L'inspecteur des bâtiments doit examiner les lieux. L'inspecteur sortit de la berline, un homme mince à lunettes et à l'air suffisant. Il se mit aussitôt à photographier l'extérieur de la maison, se concentrant sur chaque défaut visible. C'est du harcèlement, murmura David à Léo. Quelqu'un utilise les services administratifs pour justifier le retrait d'Hugo de votre garde. La prise de conscience fut un choc pour Léo. Si la maison était déclarée insalubre, les services sociaux pourraient lui retirer Hugo, et Henri et Monique auraient un motif légal pour en demander la garde. Le timing n'était pas une coïncidence. C'était exactement le genre de pression dont David les avait avertis. Hugo apparut à ses côtés, les yeux écarquillés. Ils vont nous faire partir? Pas si je peux l'empêcher, dit Léo, mais sa voix manquait d'assurance. L'inspection dura 3 heures et n'épargna aucun recoin de la maison. L'inspecteur nota tout, les réparations de fortune, l'électricité vétuste, le chauffage improvisé, l'état général de délabrement qui témoignait plus du manque de moyens de Léo que de sa négligence. Monsieur Dupont, dit l'inspecteur en partant, vous recevrez un rapport d'ici 10 jours. Je vous conseille de contacter des entrepreneurs sans tarder pour mettre ce bâtiment aux normes. Après leur départ, David expliqua les implications juridiques. Le département déclarerait probablement la maison inhabitable à moins que d'importants travaux ne soient réalisés dans un délai imparti. Des travaux que Léo ne pouvait financer, ce qui justifierait le retrait d'Hugo d'un environnement jugé dangereux. On a combien de temps? Demanda Léo. 30 jours, peut-être 60 si on négocie. Et combien coûteront les travaux? Le visage de David était grave. D'après ce que j'ai vu, 50 000 à 75 000 euros minimum. La somme était astronomique, mais David offrit une lueur d'espoir. Cependant, si nous pouvons prouver la validité des brevets de votre grand-père et leur valeur, nous pourrions obtenir un prêt gagé sur la propriété intellectuelle. Les banques financent parfois des brevets à fort potentiel commercial. Ce soir-là, avant de repartir pour Lyon, David exposa sa stratégie, prouver la validité des brevets et leur contrefaçon, obtenir un financement pour les travaux, et monter une défense juridique contre une éventuelle procédure de retrait de garde. Ce sera un combat, prévint David. Ils ont les moyens et les relations, et ils sont prêts à tout. Mais vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas, la vérité, et la revendication légitime d'innovation qui pourrait changer le monde. Hugo, qui avait écouté attentivement, intervint avec sa lucidité déconcertante. Ils ont peur parce que les inventions d'arrière-grand-père pourraient faire économiser de l'argent aux gens. Si les familles ne paient plus d'électricité, les compagnies en perdent. Exactement, confirma David. Votre arrière-grand-père a créé une technologie qui menace une industrie de plusieurs milliers de milliards d'euros. C'est pour ça que certains sont prêts à tout pour la contrôler. Après le départ de David, Léo, dans l'atelier, contempla le prototype. D'un côté, des multinationales aux ressources illimitées, habituées à écraser l'innovation. De l'autre, un père célibataire et son fils de 9 ans, armés de la seule vérité et de la volonté d'honorer l'héritage d'un homme de génie. Les chances étaient minces, mais en regardant la machine produire de l'électricité à partir de forces invisibles, il se souvint d'une phrase d'Antoine, « Toute grande innovation se heurte à la résistance de ceux qui profitent du système en place. » La question n'est pas s'ils vous combattront,
mais si vous riposterez. Hugo le rejoignit, 2 tasses de chocolat chaud à la main. Papa, je sais que ce sera dur, mais arrière-grand-père a gardé ses inventions pour nous, et on va les garder pour les autres. C'est ce que font les Dupont, non? On ne baisse pas les bras. Léo regarda son fils, y vit le courage de Sandrine et sentit la détermination d'Antoine l'envahir. Quelles que soient les chances, il se battrait. Pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croient que l'innovation doit servir l'humanité, et non le profit. La bataille pour l'héritage d'Antoine ne faisait que commencer. Le matin de mars qui allait tout changer débuta par un appel téléphonique de Sophie Lebrun, sa voix excitée crépitant dans le combiné de la ligne fixe que Léo avait fait installer. « Léo, il faut que vous veniez au palais de justice immédiatement. David a découvert quelque chose dans les registres de brevets, vous devez le voir. » 1 heure plus tard, Léo et Hugo étaient dans le bureau de David Lebrun à Lyon, au milieu d'un chaos de boîtes d'archives et d'imprimés. Le calme habituel de David avait fait place à une excitation fébrile mêlée d'indignation. « En faisant des recherches sur les demandes de brevets liées à votre grand-père, expliqua David, j'ai trouvé quelque chose qui remet tout en question. » Il étala sur son bureau une série de documents, des copies de demandes de brevets, de correspondances, d'actes juridiques s'étalant sur des décennies. À première vue, de la paperasse administrative. Mais l'explication de David en révéla la portée explosive. « Votre grand-père a bien déposé des brevets, annonça David, non pas en son nom propre, mais via une société écran, Innovation Dupont-Tech. Il l'a créée en 1970, a déposé les brevets en 1971, et ils ont été validés en 1973. Léo était abasourdi. Mais je croyais qu'il n'avait rien déposé. C'est pour ça qu'on craignait de ne pouvoir prouver son antériorité. C'est ce que quelqu'un voulait vous faire croire. Regardez. David lui tendit un acte notarié de 1974. 1 an après la validation des brevets, Innovation Dupont-Tech a été rachetée par une plus grosse société, Solutions énergétiques progressives. Votre grand-père a touché 2 millions d'euros. 2 millions d'euros? S'exclama Hugo. Où est passé cet argent? Le visage de David s'assombrit. C'est là que ça devient intéressant. Solutions énergétiques progressives était une filiale de la holding Dubois, la société de Robert Dubois. Votre grand-père a vendu ses brevets à la famille de votre femme. La nouvelle eut l'effet d'une bombe. Tout ce qu'il avait cru savoir sur son grand-père, sur sa famille, sur le combat actuel, tout reposait sur des mensonges et des omissions vieux de 50 ans. Mais pourquoi leur aurait-il vendu? Demanda Léo. David sortit une autre pièce, une lettre privée d'Antoine à Robert Dubois, conservée dans les archives. Parce que Dubois l'a persuadé que c'était le seul moyen de protéger sa technologie des grands groupes. Lisez ce que votre grand-père a écrit. Léo lut à voix haute, « Monsieur Dubois, j'apprécie l'engagement de votre famille à développer mes inventions de manière responsable. Votre promesse d'utiliser ces technologies pour l'indépendance énergétique des familles de travailleurs rejoint ma vision. Je suis convaincu que ce partenariat permettra à l'œuvre de ma vie de servir les gens, et non le profit. » Dubois a promis de développer la technologie pour les familles, dit Hugo, sa jeune voix grave. Mais il ne l'a pas fait. Non seulement il ne l'a pas fait, reprit David, mais il l'a enterré. Solutions énergétiques progressives n'a jamais produit un seul appareil basé sur les brevets de votre grand-père. Ils les ont archivés et laissés prendre la poussière. David ouvrit un épais dossier de documents financiers et administratifs. Mais voici le plus scandaleux. Depuis 20 ans, la holding Dubois a concédé des licences sur des parties des brevets de votre grand-père à de grandes compagnies d'énergie. Ils ont empoché plus de 120 millions d'euros en vendant les droits d'une technologie qu'ils n'ont jamais développée. Le chiffre, 120 millions d'euros, flottait dans l'air. Ce n'était pas une estimation, mais le bénéfice documenté de 50 ans d'exploitation des innovations volées d'Antoine. Alors, quand ils ont offert 250 000 euros pour la maison, réalisa Léo, ils voulaient nous payer une somme dérisoire pour qu'on renonce à une technologie qui leur a rapporté 120 millions. Exactement. Et ce n'est pas tout. David afficha des documents récents sur son ordinateur. La holding Dubois s'apprête à vendre ses droits de brevet à un consortium international pour environ 500 millions d'euros. La vente doit être conclue le mois prochain. Hugo, qui avait écouté avec une attention soutenue, posa la question essentielle. Mais si arrière-grand-père a vendu les brevets, ils appartiennent à la holding Dubois, non? David sourit, pour la première fois de la matinée.
C'est là que Dubois a commis une erreur fatale. Le contrat de vente contenait une clause de réversion. Il leur montra la section surlignée en jaune. Si Solutions Énergétiques Progressives ne développait pas et ne commercialisait pas la technologie dans les 25 ans, tous les droits revenaient à Antoine Dupont ou à ses héritiers. Ce délai a expiré en 1999, et Dubois n'a jamais rien développé. Alors les brevets sont à nous? Demanda Léo, incrédule. Pas seulement les brevets. Tous les profits que Dubois en a tirés. Selon la clause de réversion, il vend depuis 24 ans les droits d'une technologie qui ne lui appartient plus. Les implications étaient vertigineuses. Non seulement ils étaient propriétaires de brevets valant des centaines de millions, mais ils pouvaient réclamer des décennies de profits illégitimes. Pourquoi Dubois ne nous a rien dit quand on a hérité de la maison? Demanda Léo. Parce qu'il espérait que vous ne le découvririez jamais. Tant que vous ignoriez l'existence des brevets, il pouvait continuer à s'enrichir. L'achat de la maison visait probablement à écarter tout risque que vous découvriez la vérité. David rangea les documents. Léo, vous et Hugo ne vous battez plus seulement pour l'héritage de votre grand-père. Vous vous battez pour récupérer un bien volé qui vaut plus que ce que la plupart des gens gagnent en 10 vies. Avant leur départ, David leur exposa les prochaines étapes, déposer des injonctions pour bloquer la vente des brevets, documenter la violation de la clause de réversion, et préparer des poursuites pour récupérer les bénéfices passés. Combien de temps ça prendra? Demanda Léo. Les litiges en matière de brevets durent des années, mais nous avons un atout, les preuves sont irréfutables, et Dubois le sait. Une fois la procédure lancée, il préférera sans doute négocier plutôt que de voir son scandale étalé au grand jour. Sur le chemin du retour, Hugo, silencieux, digérait les révélations. Finalement, il dit avec sa gravité habituelle, « Papa, arrière-grand-père a fait confiance à M. Dubois parce qu'il faisait partie de la famille, mais il nous a volé pendant 50 ans. C'est ça, mon grand. On va récupérer l'argent ?» Léo songea à la lettre d'Antoine, à sa foi en une technologie au service des familles. L'argent était important, mais ce n'était pas le plus précieux que Dubois leur avait volé. On va tout récupérer, affirma Léo. L'argent, les brevets, et la possibilité de réaliser le rêve de ton arrière-grand-père, offrir cette technologie aux familles qui en ont besoin. Ce soir-là, dans l'atelier, le prototype bourdonnait avec une confiance tranquille. Il produisait de l'électricité gratuite depuis des mois, preuve vivante du potentiel de ses innovations. Hugo caressa du doigt un des dessins techniques, suivant les lignes élégantes qui représentaient 50 ans de rêve confisqués. Arrière-grand-père savait que ce jour viendrait, dit-il. C'est pour ça qu'il a caché les plans où on les trouverait. Léo regarda son fils, admiratif de sa perspicacité et de sa détermination, et ressentit une certitude qu'il n'avait pas éprouvée depuis la mort de Sandrine, ils étaient du bon côté de l'histoire. La holding Dubois avait bâti sa fortune sur le vol, mais s'était retouchée à sa fin. Demain, David lancerait la procédure pour réclamer l'héritage d'Antoine. La bataille serait longue et difficile, mais pour la première fois, Léo savait qu'ils allaient gagner. Non seulement parce que la loi était de leur côté, mais parce qu'ils possédaient quelque chose que Dubois n'avait jamais eu, le courage de se battre pour ce qui est juste, envers et contre tout. Le matin d'avril qui allait sceller leur destin commença avant l'aube. Léo et Hugo, à la lueur d'une lampe, se préparaient pour le jour le plus important de leur vie. Dans 6 heures, David Lebrun plaiderait leur cause devant la juge fédérale Patricia Legrand, une audience qui pouvait soit leur restituer l'héritage volé d'Antoine, soit les exposer à la toute-puissance juridique de la holding Dubois. « Papa, tu as le trac ?» demanda Hugo, classant méthodiquement les documents pour le tribunal. Terrifié, avoua Léo, reconnaissant de la présence rassurante de son fils, mais aussi impatient. On va enfin pouvoir dire la vérité sur ce qui est arrivé au travail de ton arrière-grand-père. Le mois précédent avait été un marathon de préparation juridique. David avait monté un dossier digne d'un roman d'espionnage, des décennies de tromperies, d'innovations volées et de suppression systématique d'une technologie qui aurait pu changer des millions de vies. Les preuves étaient accablantes, mais Léo savait qu'elles ne suffisaient pas toujours face à un adversaire aux ressources et aux relations illimitées. La holding Dubois avait engagé un cabinet d'avocats parisiens réputés, et leur stratégie était claire, retarder, embrouiller, et les épuiser financièrement. Monsieur Dupont, les défendeurs demandent un nouveau report, avait déclaré la juge Legrand lors de la dernière audience. David avait à peine contenu sa frustration. Votre honneur, c'est la 4e demande.
Ils ont eu 6 mois pour examiner des preuves que nous avons rassemblées en 6 semaines. Ils cherchent juste à nous user. La juge avait acquiescé, fixant l'audience d'aujourd'hui comme l'ultime confrontation. Alors que Léo et Hugo finissaient leur petit déjeuner, Sophie Lebrun arriva pour les conduire au tribunal. Sa présence était devenue un soutien indispensable. « Comment vont mes guerriers du droit ce matin ?» demanda Sophie, sa gaieté ne masquant pas tout à fait sa propre anxiété. « Prêt à en découdre », répondit Hugo avec la conviction qu'il avait portée jusqu'ici. Les inventions d'arrière-grand-père sont pour les familles, pas pour les entreprises. Le trajet les mena au cœur du quartier des affaires, devant les tours de verre qui symbolisaient le pouvoir qu'ils affrontaient. David les attendait sur les marches du palais de justice, l'allure d'un avocat aguerri. Sa confiance était rassurante, mais la tension dans son regard trahissait l'enjeu. « Comment ça se présente ?» demanda Léo. « Bien. Très bien, même. L'équipe de Dubois a commis une erreur stratégique hier qui pourrait nous donner la victoire. » David expliqua que la holding avait déposé une motion de dernière minute arguant que les brevets d'Antoine étaient invalides en raison de l'état de la technique. Une manœuvre désespérée qui les obligeait à admettre qu'ils exploitaient une technologie basée sur le travail d'Antoine. Ils ne peuvent pas prétendre que les brevets sont à la fois nuls et assez précieux pour être licenciés pour des centaines de millions, conclut David. Ils ont de fait reconnu qu'Antoine avait créé quelque chose d'unique et de rentable. À l'intérieur du tribunal, l'atmosphère était électrique. La holding Dubois était venue avec une armée de 8 avocats menés par Isabelle Martin, une redoutable défenseuse d'entreprise. Robert Dubois était là, l'air plus âgé, son arrogance habituelle remplacée par une lassitude visible. À ses côtés, Henri et Monique, le visage fermé, comme s'ils s'apprêtaient à une guerre de clans. La juge Legrand entra. À 65 ans, elle était réputée pour sa droiture, son intelligence et son aversion pour les manœuvres dilatoires. Cette affaire soulève des questions de droit de brevet, d'obligations contractuelles et de malversation d'entreprise sur 5 décennies, commença-t-elle. J'attends des deux parties clarté et concision. La plaidoirie de David fut un modèle de narration limpide et percutante. Il retraça le parcours d'Antoine, de l'inventeur de génie à la victime naïve de la cupidité d'entreprise, utilisant les propres mots d'Antoine pour illustrer la supercherie. Votre honneur, cette affaire dépasse la simple question d'argent, conclut David. Il s'agit de savoir si des entreprises peuvent voler les innovations d'inventeurs individuels et en profiter impunément pendant des décennies. La plaidoirie d'Isabelle Martin fut tout aussi brillante, mais axée sur des arguties juridiques destinées à semer le doute. Elle argua que la clause de réversion était ambiguë, que la holding avait agi de bonne foi, et que les héritiers d'Antoine avaient tardé à faire valoir leurs droits. Les plaignants demandent à ce tribunal d'annuler des accords commerciaux légitimes sur la base d'interprétations a posteriori, déclara-t-elle. Un tel précédent déstabiliserait les relations commerciales. La matinée fut consacrée aux preuves techniques. Des experts expliquèrent le caractère révolutionnaire des systèmes d'Antoine. Hugo, à côté de son père, suivait les débats avec une attention intense. Pendant la pause déjeuner, David exposa sa stratégie pour l'après-midi. Martin va attaquer la clause de réversion. Nous devons prouver que Dubois n'a jamais eu l'intention de développer la technologie. Comment ? Avec des documents internes qui montrent qu'il considérait les brevets comme des acquisitions défensives, à enterrer. L'après-midi, David présenta une série de mémos internes de la holding Dubois qui révélaient la stratégie de l'entreprise, supprimer la technologie d'Antoine pour protéger leurs investissements dans l'énergie traditionnelle. Martin protesta, mais la juge admit les documents, dont l'impact fut dévastateur. Le moment clé fut le témoignage de Robert Dubois. Le vieil homme s'avança à la barre, sa confiance envolée. L'interrogatoire de David fut chirurgical. Il le mena pas à travers l'acquisition des brevets, ses promesses, et les accords de licence. Monsieur Dubois, en 50 ans, la holding Dubois a-t-elle jamais fabriqué un seul appareil basé sur les brevets d'Antoine Dupont? Nous avons exploré diverses options, répondit Dubois évasivement. Ce n'est pas ma question. Avez-vous déjà fabriqué quelque chose? Non. Avez-vous construit des usines à cet effet? Non. Avez-vous embauché des ingénieurs pour développer cette technologie? Nous avons consulté des experts. Monsieur Dubois, oui ou non? En 50 ans, avez-vous fait le moindre effort sincère pour commercialiser les inventions d'Antoine Dupont? Après une longue pause, Dubois répondit d'un souffle, non. L'aveu résonna dans la salle.
Même Martin sembla prise de court. À la fin de l'audience, la juge annonça qu'elle rendrait sa décision dans les 10 jours. En sortant du tribunal, Léo était épuisé mais optimiste. Ils avaient exposé la vérité. « Comment tu penses que ça s'est passé ?» demanda Hugo. « Je pense qu'on a prouvé ce qu'il fallait, » répondit David. « Maintenant, on attend de voir si la justice existe. » Ce soir-là, dans la cuisine, Léo réfléchit au chemin parcouru. Ils étaient passés de la survie désespérée au seuil de l'un des plus grands règlements de l'histoire des brevets. Mais qu'ils gagnent ou perdent, ils avaient déjà accompli l'essentiel, honorer la mémoire d'Antoine et montrer à Hugo que certains combats valent la peine d'être menés. « Papa, » dit Hugo avant de se coucher, « quoi qu'il arrive, arrière-grand-père serait fier de nous. » Léo regarda son fils, admiratif de sa sagesse, et ressentit une paix profonde. Ils avaient mené le bon combat. Quelle que soit la décision de la juge, ils pourraient affronter l'avenir la tête haute. Dehors, la nuit d'avril enveloppait la terre qui avait gardé les secrets d'Antoine. Demain serait le jour du verdict. Mais ce soir, Léo ressentait la satisfaction tranquille de celui qui a enfin appris à se battre pour plus grand que soi. L'appel tomba à 7h30, un lundi matin qui marquerait à jamais la vie de Léo. Le greffier de la juge Legrand annonça d'un ton neutre, la juge rendra sa décision à 10h ce matin. La présence des deux parties est requise. Les mains de Léo tremblaient. Après 10 jours d'une attente insoutenable, le moment de vérité était arrivé. « Hugo, » appela Théil, « habille-toi. On va au tribunal. » Son fils apparut, encore en pyjama, mais le regard vif. « C'est aujourd'hui ? » ?»« C'est aujourd'hui. » Le trajet fut un tourbillon d'angoisse. David les attendait, son calme professionnel masquant mal sa tension. « Des nouvelles ? » demanda Léo. « Le grand est une énigme, » répondit David. Mais le fait qu'elle annonce sa décision en audience publique laisse penser qu'elle veut marquer les esprits. La salle d'audience était bondée. Des journalistes s'étaient joints aux avocats et aux parties. L'affaire était devenue un cas d'école. Robert Dubois, à la table des défendeurs, avait l'air épuisé, son arrogance évaporée. Henri et Monique, à ses côtés, affichaient un air de défi résigné. À 10h précises, la juge Legrand entra. Elle avait manifestement mûri sa décision. Cette affaire pose des questions fondamentales sur le rapport entre l'innovation individuelle et le pouvoir des entreprises, commença-t-elle. Elle rappela les faits méthodiquement, l'invention d'Antoine, la confiance trahie par la holding Dubois, les 50 années de suppression de brevets et de profits illégitimes. Son exposé, bien que clinique, était accablant pour Dubois. La défenderesse, la holding Dubois, prétend que ses activités de licence constituent des efforts de bonne foi pour commercialiser la technologie. Le tribunal rejette cet argument. La petite main d'Hugo se glissa dans celle de Léo. Les preuves démontrent que la holding Dubois a acquis les brevets Dupont sans aucune intention de les développer pour le bien commun. Au contraire, elle a systématiquement étouffé une technologie révolutionnaire tout en engrangeant plus de 120 millions d'euros de revenus. La voix de la juge se fit plus sévère. Ce tribunal estime que la holding Dubois a violé la lettre et l'esprit de son contrat de 1974 avec Antoine Dupont. La clause de réversion était claire, en l'absence de commercialisation dans les 25 ans, tous les droits revenaient à l'inventeur ou à ses héritiers. La juge marqua une pause. Le cœur de Léo battait à tout rompre. Par conséquent, le tribunal ordonne que tous les droits de brevet sur les systèmes énergétiques Dupont soient immédiatement transférés à Léo Dupont et Hugo Dupont. De plus, la holding Dubois doit cesser toute activité de licence et fournir une comptabilité complète des bénéfices générés depuis 1999. Un murmure parcourut la salle. David serra l'épaule de Léo, un sourire triomphant aux lèvres. Mais la juge n'avait pas terminé. De plus, le tribunal juge que la conduite de la holding Dubois constitue une contrefaçon délibérée de brevets et un enrichissement sans cause. Elle est condamnée à verser une restitution de 127 millions d'euros, soit la totalité des revenus de licence perçus indûment. Le chiffre tomba comme un coup de tonnerre. 127 millions d'euros. Une somme si énorme que Léo n'arrivait pas à la concevoir. Hugo le regarda, les yeux écarquillés, cherchant confirmation. Isabelle Martin se leva. « Votre honneur, les défendeurs demandent une suspension de cette ordonnance en attendant l'appel. » Rejeté, coupa la juge. Les défendeurs ont profité de la propriété intellectuelle volée pendant 24 ans.
Ils peuvent commencer à payer immédiatement. Elle s'adressa à David. Maître, veuillez vous coordonner avec les services financiers du tribunal pour le transfert des actifs. Avant de se retirer, elle ajouta une dernière observation qui ferait date. Cette affaire rappelle que l'innovation appartient aux innovateurs, non à ceux qui ont le pouvoir de l'étouffer. Le tribunal ne laissera pas le vol d'entreprise être légitimé par le temps. Le coup de marteau final déclencha un chaos maîtrisé. Les journalistes se ruèrent sur David et Léo. Martin, le visage défait, s'entretenait avec ses clients. David les guida vers une salle de conférence. Le trajet semblait irréel. On a gagné, murmura Hugo. On a vraiment gagné. Plus que ça, dit David. Vous avez obtenu l'un des plus importants règlements de l'histoire des brevets. Et surtout, vous avez restauré l'honneur de votre arrière-grand-père et vous vous êtes assuré que ces inventions serviront enfin ceux pour qui elles étaient destinées. Dans le calme de la salle, la réalité commença à s'imposer. Ils étaient riches, assez riches pour concrétiser la vision d'Antoine sans compromis. Et maintenant ? Demanda Léo. La holding Dubois fera sans doute appel, mais sans grand espoir. À vous de décider comment gérer cette technologie et les moyens de la développer. Hugo, silencieux jusqu'alors, intervint avec la lucidité qui les avait guidés tout au long. On va construire les machines d'arrière-grand-père et aider les familles à économiser sur l'électricité. C'est ce qu'il voulait. Léo regarda son fils, songea à la vision d'Antoine, et sentit le poids de la responsabilité. Ils avaient gagné la bataille juridique. Le vrai travail, celui d'offrir une technologie révolutionnaire au monde, ne faisait que commencer. Oui, mon grand, dit-il. C'est exactement ce qu'on va faire. La tempête médiatique qui s'ensuivit fit de leur modeste maison le centre d'un débat national sur l'innovation, le pouvoir des entreprises et les droits des inventeurs. Le mardi, des camions de presse assiégeaient le chemin de gravier. « Papa, il y a un type d'une chaîne d'infos à la porte », annonça Hugo depuis la fenêtre du salon, observant le cirque avec fascination. Léo soupira. Depuis la veille, les demandes d'interview affluaient. Sophie Lebrun était devenue le rattaché de presse improvisé, filtrant les appels et les aidant à gérer cette soudaine notoriété. « Une grande matinale veut que vous montiez à Paris », rapporta Sophie. Une émission d'investigation prépare un sujet, et l'industrie cinématographique a appelé pour les droits d'adaptation. Les droits d'adaptation ? S'étonna Léo. Apparemment, l'histoire du père célibataire et de son fils qui affronte une multinationale plaît au public. Hugo leva des yeux brillants. Je pourrais jouer dans le film ? Concentrons-nous sur la réalité d'abord, répondit Léo en souriant. Le garçon gérait cette célébrité avec un calme impressionnant. L'après-midi, une visiteuse inattendue réussit à déjouer le blocus médiatique, Marthe Fournier, un plat à la main, l'air de celle qui a vu la justice triompher. J'ai apporté un gratin de fête, annonça-t-elle. Je me suis dit que vous seriez trop occupé pour cuisiner. Votre grand-père serait fou de joie. Antoine a toujours dit que ses inventions aideraient les petites gens, et maintenant, c'est ce qui va se passer. Ce soir-là, une fois le calme revenu, Léo et Hugo, dans l'atelier, contemplèrent leur avenir. « Papa, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent ?» demanda Hugo. Léo y avait réfléchi. 127 millions d'euros, c'était plus qu'assez pour vivre sans souci. Mais l'héritage d'Antoine exigeait plus. On va faire ce que ton arrière-grand-père a toujours voulu, dit Léo. On va construire ces machines et les rendre accessibles aux familles qui en ont besoin. Ils avaient déjà commencé à planifier la suite. David les aidait à créer une fondation pour superviser le développement et la distribution de la technologie. L'objectif, rendre l'indépendance énergétique accessible à tous. Mais d'abord, ajouta Léo, on va finir de retaper cette maison et en faire le foyer dont ton arrière-grand-père rêvait. La rénovation serait leur premier projet, une restauration complète qui honorerait l'histoire du lieu et la vision durable d'Antoine. La maison deviendrait une vitrine de ce qui est possible quand l'innovation est au service de l'humanité. Hugo, qui étudiait un dessin technique, leva la tête. « Papa, tu crois qu'arrière-grand-père savait que ça arriverait, qu'on trouverait ces inventions et qu'on se battrait pour elles ?» Léo y songea. La documentation méticuleuse, la cachette, les plans détaillés. Tout suggérait qu'Antoine avait anticipé ce moment. « Je pense qu'il l'espérait, répondit Léo. Qu'un jour,
quelqu'un de notre famille aurait le courage de se battre pour ce qui est juste. Des phares dans l'allée interrompirent leur conversation. C'était David Lebrun. Désolé de vous déranger si tard, dit-il, mais je tenais à vous remettre ceci en main propre. Il tendit à Léo un document officiel de l'Office des brevets. Les brevets de votre grand-père ont été officiellement transférés à vos noms cet après-midi. Vous et Hugo êtes désormais les propriétaires légaux d'une technologie qui pourrait révolutionner le monde. Le document, avec son langage solennel, rendait leur victoire plus tangible encore. Et autre chose, ajouta David en sortant un second papier. La holding Dubois a accepté un règlement accéléré. Ils verseront les 127 millions d'euros dans les 30 jours, avec toute la documentation technique accumulée en 50 ans. Leur victoire était donc totale et définitive. Pas d'appel, pas d'incertitude. La holding Dubois avait capitulé. Pourquoi? Demanda Léo. Pourquoi ne pas se battre? Le sourire de David était sombre. Parce que la décision de la juge Legrand a déclenché des enquêtes de l'AMF sur leurs pratiques. Contester le jugement maintiendrait leur malversation à la une. Ils veulent que l'affaire soit oubliée au plus vite. Après le départ de David, Léo et Hugo, dans l'atelier, contemplaient le prototype qui avait tout déclenché. La machine bourdonnait doucement, mais elle représentait désormais bien plus qu'une simple innovation. Hugo, dit Léo, les inventions de ton arrière-grand-père vont changer le monde, mais surtout, elles vont aider des familles qui ont connu les mêmes difficultés que nous. Le garçon acquiesça, avec la maturité de celui qui a appris que certaines victoires dépassent le succès personnel. On va s'assurer que les rêves d'arrière-grand-père se réalisent. Dehors, la nuit d'avril était paisible. Demain apporterait de nouveaux défis. Mais ce soir, entourés des preuves du génie d'Antoine et de la promesse d'une justice enfin rendue, père et fils savouraient la satisfaction profonde de ceux qui se sont battus pour plus grand qu'eux, et qui ont gagné. 6 mois plus tard, la lumière d'octobre inondait les fenêtres de la maison restaurée, transformée en vitrine de ce qui est possible quand l'innovation est au service de l'humanité. Léo, dans la cuisine, regardait Hugo jouer au football dans le jardin et s'émerveillait du chemin parcouru. La maison était devenue tout ce qu'Antoine avait rêvé, un modèle de technologie durable, prouvant que l'autonomie énergétique était possible. Des panneaux solaires couvraient le toit, des batteries stockaient l'énergie au sous-sol, et le système d'Antoine bourdonnait doucement dans l'atelier, alimentant en électricité propre un réseau qui leur avait autrefois semblé inaccessible. Surtout, la maison était devenue un vrai foyer. La confiance d'Hugo s'était épanouie, mais il était resté ce garçon réfléchi et déterminé qui avait classé les papiers de son arrière-grand-père à la lueur d'une lampe. Le succès n'avait pas altéré leur complicité. « Papa, mademoiselle Lebrun est là !» cria Hugo en voyant la voiture de Sophie s'engager dans l'allée désormais lisse. Sophie faisait partie intégrante de leur nouvelle vie. Sa relation avec Léo s'était transformée naturellement en quelque chose de plus profond. Elle leur apportait sagesse, humour et stabilité. Les premières unités de production sont prêtes pour les tests, annonça Sophie en les rejoignant pour le petit déjeuner. L'usine en région Nouvelle-Aquitaine a terminé l'assemblage, et les tests de qualité sont excellents. Ils avaient passé des mois à créer les solutions énergétiques du Pont, une entreprise dédiée à fournir la technologie d'Antoine à des prix abordables. Plutôt que de concéder les brevets, ils avaient créé leur propre outil de production pour servir ceux qui en avaient le plus besoin. « On a combien de commandes ?» demanda Hugo, de plus en plus intéressé par l'aspect commercial de leur aventure. 1200 familles pour l'instant, répondit Sophie, et la liste d'attente s'allonge. Leurs premiers clients étaient des gens comme eux, des familles écrasées par les factures, des parents seuls luttant pour la stabilité, des retraités aux revenus modestes. Chaque installation était l'accomplissement de la vision d'Antoine. Ton arrière-grand-père serait si fier, dit Léo à Hugo. Ses inventions aident enfin ceux qu'il voulait aider. La sonnette retentit. C'était Stéphane Fournier, un document officiel à la main. J'ai pensé que tu voudrais voir ça, dit-il en tendant à Léo une lettre du département. Ils ont officiellement classé cette propriété monument historique. La maison et l'atelier sont désormais protégés comme le berceau d'une technologie énergétique révolutionnaire. Ce classement assurait la pérennité de l'héritage d'Antoine. Hugo, qui lisait par-dessus l'épaule de son père, dit avec satisfaction, « Maintenant, tout le monde saura qu'arrière-grand-père était un vrai inventeur, pas un simple bricoleur. » L'après-midi, des représentants du musée des arts et métiers vinrent pour acquérir certains prototypes d'Antoine pour leur exposition permanente sur l'innovation française.
Monsieur Dupont, l'histoire de votre grand-père incarne l'esprit français, expliqua le conservateur. L'inventeur individuel qui change le monde par sa créativité, même face à l'opposition des puissants. Le soir venu, Léo se retrouva au même endroit où, 9 mois plus tôt, il contemplait une situation qui lui semblait sans issue. La vue était la même, mais tout le reste avait changé. La sécurité financière était merveilleuse, mais le vrai trésor était ailleurs, dans la fierté d'avoir honoré la mémoire de Sandrine et l'héritage d'Antoine. Hugo le rejoignit, 2 tasses de chocolat chaud à la main. À 10 ans, il avait traversé plus d'épreuves que la plupart des adultes. Mais il était resté ancré dans les valeurs qui les avaient portés. « Papa, on aura d'autres aventures ?» demanda-t-il. Léo sourit. La fondation grandissait, l'entreprise se développait, des projets éducatifs voyaient le jour. « Je crois, dit-il, que les meilleures aventures ne font que commencer. » Il pensa à Sophie, aux familles qui bénéficieraient de la technologie d'Antoine, aux jeunes inventeurs qu'ils inspireraient. La maison était restaurée, les brevets récupérés, la justice rendue. Mais ces victoires n'étaient que le début. Dehors, le ciel d'octobre se parait de couleurs qui rappelaient à Léo les couchers de soleil préférés de Sandrine. Elle aurait été si fière de voir Hugo devenir ce garçon confiant et attentionné. Alors que père et fils se tenaient dans la cuisine qui avait abrité 3 générations de rêveurs Dupont, Léo ressentit la profonde satisfaction de celui qui a appris la différence entre survivre et vivre. Ils avaient affronté l'impossible et avaient trouvé le courage de se battre. Ils avaient honoré le passé en construisant l'avenir. Et surtout, ils avaient découvert que certains héritages, le courage, la détermination, la volonté de défendre ce qui est juste valent plus que tout l'or du monde. « Prêt pour demain ?» demanda Léo à Hugo avant de se coucher. « Prêt à tout », répondit le garçon, avec l'assurance de celui qui a appris que l'impossible n'est qu'un autre mot pour difficile. Et tandis que la maison s'endormait, protégée par l'héritage d'un inventeur de génie, Léo Dupont sut que demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles occasions d'honorer les rêves d'un homme qui leur avait confié sa vision d'un monde meilleur.